pour en finir avec le souverainisme. Définitivement, j'en doute, malheureusement, mais on va essayer, en tout cas, d'œuvrer dans ce sens. D'abord, le souverainisme a existé avant de s'appeler comme tel, c'est-à-dire la critique permanente de la construction européenne. La construction européenne devient une évidence pour la plupart des dirigeants politiques et des grands partis à partir de 1945. Comme le disait Robert Schuman, nous n'avons pas fait l'Europe, nous avons eu la guerre. Évidemment, l'Europe n'avait pas du tout été faite et tout s'est arrêté dès 1930, avec la mort d'ailleurs d'Aristide Briand et également du chancelier allemand en face. Cette double mort, si on peut dire, met fin à toute ambition d'une Europe politique, même en gestation. Et ensuite, évidemment, ce sont les fascistes qui vont prendre le relais et la guerre, évidemment, qui va ruiner le continent. Donc, en 1945, qui est pour l'Europe? La social-démocratie, qui parfois va se rallier à un mouvement socialiste pour les États-Unis d'Europe, par exemple, donc la SFIO en France, l'ancêtre du PS, le Parti radical, c'est-à-dire globalement le centre, et puis le MRP, c'est-à-dire la démocratie chrétienne. Tous ces partis-là font presque 70% des voix. Le seul ennemi de l'ensemble, c'est le Parti communiste, qui en France pèsera jusqu'à 30% des voix, et qui bien évidemment est contre toute construction européenne, car pour eux, l'idée européenne est anti-soviétique. Il s'agit d'unir l'Europe occidentale pour faire face au bloc de Varsovie, pour simplifier, au bloc de l'Est. Donc, les communistes sont en service commandé d'une puissance étrangère, l'Union soviétique, et comme les souverainistes aujourd'hui, chose amusante, eh bien, donc les communistes, évidemment, travaillent contre les intérêts français et européens. C'est logique, ils sont au service d'une puissance étrangère, je l'ai dit. Comme disaient certains, les communistes sont patriotes, oui, mais de quelle patrie? De l'Est. Alors, évidemment, il y a d'autres opposants à la construction européenne. Il y a les gaullistes. Les gaullistes, politiquement, dans les années 50, en tout cas au début des années 50, pèsent très peu. Ils sont là aussi ostracisés par la classe politique traditionnelle. Il y a une droite nationale qui est coupée en deux. Une partie de la droite nationale étant franco-centrée et contre toute construction européenne, contre toute armée européenne, etc. On peut penser aux poujadistes, par exemple. Même s'ils sont anticommunistes, et évidemment opposés au bloc soviétique. Et puis, il y a une partie de la droite post-fasciste, on va dire, celle qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale et à l'épuration, et qui se révèle désormais pro-européenne à son tour. Parce que, pour elle, le refus par l'Allemagne d'incarner une Europe unitaire reste responsable de leur défaite. Voilà. L'idée, c'est qu'ils ont cru à une Europe fasciste qui n'a jamais existé. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils sont dans cette optique, il faut là aussi faire l'Europe. Le mouvement social européen de Malmö prône une monnaie européenne, 50 ans avant l'euro, par exemple. Donc, c'est ça l'eurofascisme. C'est-à-dire que les survivants du fascisme, Mosley et tous les autres, ont compris la nécessité d'une Europe politique et s'inscrivent dans cette démarche, même si ce n'est pas évidemment la même Europe politique que celle envisagée par la gauche, le centre et la droite. L'eurofascisme, c'est cela. C'est un fascisme pro-européen, un néofascisme, entre guillemets. Le mouvement social italien, par exemple, héritier du fascisme mussolinien, se proclame ouvertement pro-européen, clairement. Il se souvient que le programme de Vérone de 1944 prône une confédération européenne, par exemple. L'eurofascisme a donc existé, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne actuelle, telle que l'a décrit Philippot, telle que l'a décrit Asselineau. Eux crient à un eurofascisme de Bruxelles, alors que l'eurofascisme n'a absolument rien à voir et ça a existé. La façon dont les souverainistes se comportent est apparentée aux staliniens qui voyaient comme fascistes tout ce qui était à leur droite, y compris la social-démocratie. Ils appelaient le social-fascisme. Le pan-fasciste, c'est-à-dire tout est fasciste, sauf soi, sauf soi-même, bien évidemment. On parlera aussi d'ailleurs du côté manichéen de la démarche souverainiste. Donc voilà, les communistes et les gaullistes. C'est ça qui s'oppose à la construction européenne de l'époque. C'est eux qui sont opposés à la communauté européenne de défense, qui va échouer surtout à cause de Mendes France et de la trahison de la social-démocratie, qui ne s'engage pas sur ce texte pourtant proposé par des Français. On aurait une armée européenne, en tout cas en gestation, depuis 70 ans. Dans la réalité, ces deux camps-là, communistes et gaullistes, c'est important d'avoir ça en tête parce que le vestige de tous ces gens-là, ça s'appelle le souverainisme. Alors, évidemment, le souverainisme est un mot qui vient du vocabulaire politique du Canada. C'est le souverainisme québécois, une forme d'indépendance souhaitée par les francophones du Canada,
Et ce terme de souverainisme va être introduit dans le débat politique français par une figure, un énarque qui s'appelle Couteau, Paul-Marie Couteau, qui ramène ce concept dès le début des années 90. Donc c'est un concept, entre guillemets, québécois, importé. Couteau, c'est pas n'importe qui, va créer un rassemblement pour l'indépendance de la France, un RIF, l'équivalent un peu de ce que sera UKIP et Nigel Farage au Royaume-Uni. Et il va arriver au moment où il y a donc ce référendum dit de Maastricht qui porte sur la construction de l'Union européenne, car on est toujours à l'époque dans la CEE, Communauté économique européenne, et il y a la question de l'euro. Alors, au départ, l'euro, c'est quoi? Parce qu'on a à écouter nos amis souverainistes, c'est l'Allemagne qui veut dominer l'Europe. Le vieux fantasme, comment dire, germanophobe classique depuis 1914. Donc on est dans le délire. En réalité, l'euro est une idée française. Qu'est-ce qui se passe? François Mitterrand sait que l'Allemagne va se réunifier. Le bloc soviétique est tombé, la RFA et la RDA vont se faire qu'un seul pays. Et sa crainte, c'est que l'Allemagne, renforcée ainsi, finalement, retrouve un tropisme centre-européen. En termes clairs, s'oriente vers la Mitteleuropa, vers l'Europe médiane, et délaisse la construction européenne. Et Mitterrand ne veut pas de cela. Donc Mitterrand demande à Kohl d'abandonner le marque, la fierté de l'économie allemande, pour l'euro. Il dit globalement à Kohl, OK pour la réunification allemande, je donne mon feu vert, mais tu acceptes l'euro. C'est une façon pour Mitterrand d'imposer à l'Allemagne de rester liée au reste de l'Europe et de ne pas s'enfuir vers ailleurs. C'est une stratégie très intelligente d'ailleurs. François Mitterrand, donc, est l'inventeur de l'euro d'une certaine manière, et c'est lui qui en est le promoteur. Donc c'est une idée française que la France a réussi à imposer à l'Allemagne. Mitterrand, évidemment, va défendre ce texte. Et quoi qu'on pense de Mitterrand, il a eu beaucoup de défauts et majeurs en matière, par exemple, de migration, etc. Sur la question européenne, je ne dirais pas qu'il a fait un sans faute, mais presque. C'est une sincérité chez lui, qui a été travailleur détaché en Allemagne pendant l'occupation, etc., qui a un passé un peu trouble, vous le savez, également, il a été porteur de la francisque et compagnie, et Mitterrand, donc, a une sensibilité franco-allemande sincère, qu'il partage d'ailleurs avec Valéry Giscard d'Estaing avant lui. Le tandem Schmitt-Giscard a fait avancer l'Europe, le tandem Kohl-Mitterrand va faire avancer l'Europe. Alors, évidemment, cet euro, il faut un traité, parce qu'on touche à la souveraineté des États. C'est le seul exemple où la souveraineté, effectivement, est légèrement atteinte, car la monnaie, c'est quelque chose de fondamentalement régalien. Comment faire? Eh bien, il faut un traité. Ce traité va s'appeler le traité de Maastricht, et il est le traité fondateur de l'Union européenne. Donc, évidemment, tous les pays ne vont pas organiser un référendum. L'Allemagne n'a plus la tradition du référendum depuis l'hitlérisme, donc ça va être par le Parlement. Et en France, Mitterrand ne peut pas passer en force sans consulter le peuple français. Il y a donc un référendum en 1992. Et c'est ce référendum qui va faire émerger réellement le souverainisme politique. Pourquoi? Par ce triumvirat, Séguin, Pasqua, Villiers. Je rappelle qu'à l'époque, Philippe de Villiers est au Parti républicain, donc un parti tout à fait de droite classique, et que Séguin et Pasqua, on va dire, sont l'aile gauche et l'aile droite du RPR de Chirac. Séguin, c'est l'aile gauche, le social-gaullisme. Pasqua, c'est l'aile droitière, plus dure sur l'immigration, etc. En fait, il faut bien comprendre que le souverainisme à cette époque, c'est un courant de la droite classique et aussi de la gauche, avec Chevènement, par exemple. Jean-Pierre Chevènement est une figure de la gauche souverainiste. Ces gens s'opposent donc à la construction européenne telle qu'elle est et ne veulent pas entendre parler de l'euro. Il faut s'opposer à la monnaie unique. Alors, ils vont tenir un discours extrêmement démagogique, mais extrêmement efficace, et ils vont avoir des renforts. Le Parti communiste et le Front national de Jean-Marie Le Pen vont se positionner également contre. Mitterrand va se battre, alors qu'il est malade du cancer, pour faire gagner ce texte. Et il y a ce fameux débat que j'ai vu quand j'étais gamin, j'avais 16 ans, et on voit Séguin et Mitterrand malade, qui domine Séguin tétanisé face à son adversaire, qui implicitement s'écrase. Alors ça va jouer à peu de choses, mais il est probable que la volonté de Mitterrand a fait passer 1 ou 2 points de plus suffisants pour que le texte passe. Donc le traité de Maastricht passe de justesse. Mais pour les souverainistes, c'est un grand succès quand même, parce qu'ils ont failli faire gagner. Ils ont en tout cas pesé presque 49% des voix. C'est considérable. Et donc,
Pasqua, Villiers et Séguin sont les grands vainqueurs symboliques de tout cela. Alors, dans son dernier livre, Philippe de Villiers critique Séguin et Pasqua en disant qu'il a assisté, après le résultat, à un soulagement chez eux, en disant « Heureusement qu'on n'a pas gagné, on n'aurait pas su quoi faire de notre victoire ». Et donc, là, Villiers essaie de taper sur ses anciens collègues qui sont morts, donc ils ne sont plus là pour se défendre, en disant « Moi, je suis resté fidèle, eux, et de toute façon, ne voulaient pas gagner ». Une solution de sortie pour dire « Finalement, Séguin a saboté le nom ». Mais c'est trop facile. Donc la réalité, c'est que Mitterrand a gagné parce qu'il a su tétaniser Séguin. Séguin n'a pas osé affronter un président malade, et Mitterrand a sauvé l'euro et a sauvé Séguin. Parce que si la France avait dit non à l'euro, c'était terminé. Le Danemark a dit non, mais a obtenu une opt-out, hein, une option permettant d'y échapper. Mais c'est Mitterrand qui a sauvé l'euro, pour le meilleur ou pour le pire. Et donc c'est la France qui voulait l'euro, c'est la France qui a imposé l'euro à l'Allemagne, c'est pas l'inverse. Donc, lorsqu'on entend les souverainistes expliquer que l'euro, c'est bon pour l'Allemagne, ça reste à prouver, mais de toute façon, c'est une idée française. Donc, c'est l'échec politique pour eux, mais pas tant que ça. Et ensuite, évidemment, c'est un peu ce qui se passe au Royaume-Uni avec David Cameron à une époque, qui était gêné par l'aile conservatrice europhobe du Parti conservateur, des Tories. La droite classique est emmerdée. Alors Chirac, qui était un europhobe au départ, hein, qui était l'émule de Marie-France Garot, va changer de bord et va devenir pro-européen. Et c'est la grande rupture avec Séguin et les autres sur cette question. Il y aura une liste, par exemple, Pasqua, Villiers, etc., qui se présentera à l'élection européenne et qui réussira à battre la liste RPR, de laquelle il y avait Sarkozy d'ailleurs. Ils avaient fait, je crois, 12 ou 13% des voix. Alors, c'était dans un contexte particulier, c'était au moment de la crise Le Pen-Maigret. C'est-à-dire que concrètement, la scission entre Maigret et Le Pen amène à proposer deux listes aux élections européennes de 1999, donc c'est pas 2002, mais c'est 99. Et Le Pen fait 5,7% des voix, Maigret fait 3,3%, on est à 9%, on est beaucoup plus bas que ce que fait d'habitude le Front National, et donc les villiéristes et autres en profitent pour faire un score bien plus important. Voilà, c'est en 99, pour être précis. Mais c'est un contexte particulier. C'est, on va dire, leur champ du cygne. Par la suite, eh bien, le souverainisme va échouer aux différentes élections présidentielles. 95, Villiers veut justement être le candidat du non à Maastricht. Et il ne fera que 4,6% ou 4,7% des voix. Il échoue en dessous des 5%, et évidemment, au niveau financier, il est très perdant parce qu'il n'est pas remboursé de ses frais de campagne. Il retentera une candidature 2007 où il fera 2,2% des voix, et peut-être une candidature 2027, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'assez rapidement, cette dynamique souverainiste va s'épuiser. Et les figures qu'il incarne vont petit à petit vieillir et s'éteindre ou arrêter la politique. Chevènement va disparaître politiquement, Séguin et Pasqua vont disparaître tout court, et les survivants vont s'effondrer. Pasqua veut créer le Rassemblement pour la France, RPF, pour singer le nom du parti gaulliste des années 40-50, mais après, plus personne n'est là pour reprendre. Couteau a dirigé un groupuscule. Donc finalement, il y a beaucoup de figures souverainistes totalement isolées, mais il n'y a plus de structure politique souverainiste. Vient alors le moment 2005. Et c'est évidemment un moment important car c'est le deuxième référendum. La vengeance de Maastricht, si on peut dire. Au départ, qu'est-ce que c'est? L'Union européenne s'est élargie de 10 nouveaux membres, en Europe centrale notamment. Il faut un nouveau traité. Ils auraient pu faire un traité comme celui de Nice ou celui d'Amsterdam, tranquillement, le faire passer par l'Assemblée et le Sénat, et terminer. Mais il y a l'idée de relancer le processus de construction européenne. Et donc, on invente une pseudo-convention dirigée par Giscard qui rédige un nouveau traité, et on prête à ce traité une ambition constitutionnelle. En réalité, il n'y a rien de constitutionnel dans un traité, ce n'est pas une constitution européenne du tout, mais il est appelé en vue d'une constitution européenne. Donc c'est un traquenard, c'est un faux. Il n'y a pas de grande innovation. On prône un peu la constitutionnalisation du drapeau, de l'hymne, du gadget, en fait, tout simplement. Et donc, Chirac n'avait aucune obligation d'organiser un référendum, mais comme il y avait ce mot constitutionnel dedans, il décide de le faire. Alors, c'est un Chirac usé par 10 ans de pouvoir, donc un président extrêmement impopulaire et dépassé, qui défendra très mollement le texte qu'il propose, il ne le défendra quasiment pas du tout, qui va se retrouver avec une partie du Parti socialiste dont Laurent Fabius a prôné le non,
Bien entendu, Villiers prône le non, Pasqua Seguin, c'est fini depuis bien longtemps, le Front National prône le non, la gauche radicale prône le non, et tous ces noms cumulés, eh bien, ça inflige une défaite assez forte aux partisans du oui. Donc, le traité est rejeté durement. Alors, il faut bien avoir conscience que, d'abord, les Français n'ont pas voté contre l'Union européenne ou contre l'euro, parce que ce n'était pas la question. S'il avait fallu voter pour quitter l'Union européenne, il est probable que les gens n'auraient pas voulu. Mais on leur pose une question, alors qu'on ne leur pose jamais de questions, on leur fait voter sur un traité obscur, 300 pages, illisible. Donc les gens ne vont pas voter sur ce traité, qui les dépasse, ils vont voter sur plein d'autres sujets. D'abord, rejet du pouvoir en place. Je rappelle, Chirac 10 ans au pouvoir, il y a eu des émeutes, et je rappelle qu'il a été réélu face à Jean-Marie Le Pen, donc de manière inhabituelle. Il a été élu par défaut. Donc déjà, il y a une crise de régime. Il y a une crise politique en France. Ensuite, un mois avant le référendum, l'Union européenne décide d'ouvrir des pourparlers d'adhésion à la Turquie. L'écrasante majorité des Français, à juste titre, est opposée à toute intégration de la Turquie, qui n'est pas un pays européen, dans l'Union européenne. Or, un mois avant, c'est important cette donnée-là, parce que Villiers et les autres vont jouer cette carte en permanence. Et puis, il y a des rumeurs, comme cette fameuse directive Bolkestein, une directive obscure, laissant penser qu'un Polonais qui travaillerait en France serait payé avec le salaire de la Pologne. Vous imaginez bien qu'un tel dumping, eh bien, on serait catastrophique, mais était totalement invraisemblable. Plus personne n'a entendu parler de cette directive Bolkestein après, en tout cas, 2005. Donc, il y avait un contexte très favorable au non. Et cette fois-ci, le non va gagner. Ce n'est pas un non à l'Union européenne, comme je dis, ce n'est pas un non europhobe, c'est un non qui est la résultante de plein de noms différents, y compris des noms pro-européens. C'est mon cas avec mon père, on a voté non parce qu'on voulait une vraie constitution européenne, et je le veux toujours, bien sûr, et je ne voulais pas que cette notion de constitution européenne soit galvaudée, soit salie par un texte qui n'était pas une constitution, qui était un texte sans intérêt. Comme je l'ai dit, s'il n'y avait pas une constitutionnelle, il n'y avait pas besoin de faire un référendum. Honnêtement, il aurait mieux valu que Giscard se taise et que ce traité passe par voie parlementaire tout court. Je vous l'ai dit, si ça s'appelait traité, je ne sais pas, c'était appelé traité de Lisbonne, et bien il serait passé par voie parlementaire comme le traité de Lisbonne est passé. Alors, une fois que le non a été rejeté, comment il est interprété? À juste titre, comme le refus d'une constitution européenne. Donc, que propose Sarkozy lorsqu'il fait sa campagne présidentielle de 2007? Il dit, je vais proposer un mini-traité, on va enlever tout ce qui pose problème, puis on va garder le reste. En réalité, ce traité refusé de 2005 comportait plein de choses qui étaient déjà là. Donc 80% ou 90% du texte était déjà dans les traités antérieurs. Donc il n'y avait pas de raison de l'enlever puisque c'était déjà appliqué. C'est ce qu'il a fait, Sarkozy, lui et les partenaires de l'Union européenne, parce que les Pays-Bas aussi ont voté non, etc. Il a enlevé tous les aspects pseudo-constitutionnels. Fini la reconnaissance du drapeau, de l'hymne, tous les gadgets pseudo-constitutionnalistes ont été retirés. Ils ont même mis un article 50 qui a rendu possible le Brexit, une preuve de concession à l'égard des souverainistes, parce que rien ne les obligeait à mettre un article 50 prévoyant la possibilité de quitter l'Union européenne. Pourtant, ils l'ont fait. Donc Sarkozy n'a pas trahi la parole des Français, il s'était engagé à faire un nouveau traité, et il l'a fait. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait le référendum, peut-être aurait-il dû, mais parce que de toute façon, toute la pseudo-ambition constitutionnaliste avait été mise à la poubelle. Donc il n'y avait plus de problème. Le traité de Lisbonne, c'est un traité comme les autres, comme Nice, comme Amsterdam, comme l'acte unique, etc. Traité technique pour le Parlement européen, etc. Alors le traité de Lisbonne a donné d'ailleurs pas plus de pouvoir au Parlement européen, c'est une bonne chose. Il y a un peu plus de contrôle démocratique du Parlement, il y a un peu plus de règles. Bon, c'est pas une si mauvaise chose quand on est objectif, le traité de Lisbonne. Mais effectivement, en fait, il n'y aurait jamais dû avoir de référendum de Nice. Ce référendum a eu lieu, il a été perdu par le pouvoir, et depuis, les souverainistes le brandissent comme un totem sacré en disant les Français ont dit non à l'Union européenne, ce qui est un mensonge, ils ont dit non à un traité, ils n'ont pas dit non à l'Union européenne, et Sarkozy a imposé l'Union européenne aux Français. Donc il a trahi le vote des Français. Comme je l'ai dit, c'est un double mensonge. C'est un double mensonge que les souverainistes répètent depuis 20 ans. Oui, on nous a volé notre vote. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Français ont voté non pour plein de raisons, et ça a été pris en compte. Tout l'aspect pseudo-constitutionnel du texte a été passé à la moulinette, le reste étant déjà en place, a été conservé. Donc, mensonge.
Et ça fait donc 20 ans que vous avez des souverainistes qui vous disent oui, oui, regardez, traité, 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 on a voté non, on a voté non. On a voté non à quoi? Bon, les Français ont voté non à un texte. Ok, ce texte n'existe plus. On dit oui, mais le traité de Lisbonne, c'est la même chose. Non, le traité de Lisbonne, c'est presque la même chose, sauf que tout l'aspect pseudo-constitutionnel a été retiré et qu'il y a un article 50. Donc, c'est pas exactement la même chose, c'est pas vrai. Alors, autre grande victoire du camp souverainiste, mais celle-ci n'est pas en France, c'est au Royaume-Uni. C'est le fameux Brexit en 2016, qui résulte d'abord d'une énorme boulette de David Cameron, qui a fait n'importe quoi dans cette affaire. Rappel simplement rapide des faits, David Cameron a un problème au sein du Parti conservateur avec l'aile droite du parti qui est europhobe, qui est eurosceptique. Et pour lui faire des concessions, il dit je vais organiser un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est une façon d'acheter la paix dans son parti. Donc, c'est-à-dire qu'il met le pays en danger pour des querelles de parti. Bon. Et il dit je vais aller négocier un accord plus favorable pour le Royaume-Uni avec Bruxelles. Donc, il va négocier, on ne sait pas trop ce qu'il obtient. Personne n'est capable vraiment de dire ce qu'il a obtenu. Et puis, il revient devant les Britanniques en disant voilà, j'ai obtenu des avantages grâce à cette négociation. Donc, maintenant, j'organise un référendum. Le choix, c'est oui ou non. On quitte l'Union européenne ou on reste, puisque j'ai obtenu des avantages. Là, la démagogie générale des équivalents français du souverainisme britannique a explosé littéralement avec deux menteurs professionnels, avec deux figures démagogiques, Nigel Farage, qui depuis 20 ans fustigeait l'Union européenne en permanence, qui était à la tête de UKIP, puis du Brexit Party, et puis Boris Johnson, qui n'est même pas eurosceptique, hein, toute sa famille est pour l'Union européenne, mais qui voulait faire un coup politique contre David Cameron et devenir Premier ministre, qui sera pendant un certain nombre de mois un mandat, on va dire, assez grotesque d'ailleurs à l'arrivée, où il devra partir en démissionnant lamentablement à la fin. Donc, ils expliquent que l'Union européenne coûte trop cher, que grâce à l'argent économisé, ils vont pouvoir remettre l'argent dans le système de santé, le NHS, ils n'en feront évidemment rien. Et puis, fantasme sur une relation privilégiée avec les États-Unis, un Global Britain mondialiste avec les anciennes colonies, qui va amener des millions d'immigrés supplémentaires au Royaume-Uni depuis maintenant 10 ans, depuis donc ce vote catastrophique de 2016, qui va coûter la vie notamment à une députée britannique de gauche, pro-européenne, qui sera assassinée. On oublie cette jeune femme. Et on oublie aussi le débordement de mensonges et de démagogie vis-à-vis de l'immigration, puisqu'effectivement, les immigrés n'ont pas tellement voté en 2016, mais on se souvient que Farage ou Johnson ont expliqué que le Brexit, ça serait bon pour les Pakistanais, ça serait bon pour les migrants africains, etc. Ils l'ont dit, et c'est attestable. Vous voyez le mensonge de Farage, qui aujourd'hui se présente comme grand identitaire, alors qu'il y a quelques années, il dénonçait le racisme de Tommy Robinson. Bon, c'est un opportuniste de première catégorie, Farage, il n'y a rien à attendre de bon de lui, mais vous savez, le Front National, le vieux Rassemblement National, est un peu pareil. Voilà, ça c'est des petits points d'attaque. Donc, il vient le texte en 2016, le référendum amène à la sortie programmée du Royaume-Uni. Il faudra plusieurs années pour que le Royaume-Uni quitte effectivement l'Union européenne, dans le cadre de pourparlers pesants qui vont durer quasiment 5 ans, pour un accord merdique, mais qui aboutit effectivement à ce que le Royaume-Uni se sépare réellement de l'Union européenne. Pour son malheur, puisque aujourd'hui, plus de 60% des Britanniques dans les différents sondages sont favorables à ce que le Royaume-Uni retourne dans l'Union européenne. Paradoxe des paradoxes, de plus en plus d'électeurs britanniques sont aussi favorables à Nigel Farage. Vous voyez, c'est paradoxal. Nigel Farage, qui lui, évidemment, n'entend absolument pas inverser le Brexit, mais qui monte dans les sondages à cause de l'immigration, parce que l'immigration non européenne au Royaume-Uni devient un vrai problème, et Farage essaie de surfer là-dessus, alors que c'est un opportuniste, comme je vous l'ai dit. Mais ça marche pour l'instant, concrètement. Alors, le Brexit, évidemment, a eu lieu et ça a donné le concept de Frexit, sans originalité. Donc déjà, c'est un mot franco-britannique, si on peut dire, même pas un mot français. French exit. La France qui quitterait l'Union européenne alors qu'elle a l'euro et qu'elle est dans Schengen. Deux caractéristiques que n'avait pas le Royaume-Uni. Parce que je le dis avec force, si le Royaume-Uni avait adopté l'euro, les Britanniques n'auraient pas pris le risque de mettre en danger leurs économies. Et donc, il n'y aurait pas eu de Brexit s'il y avait eu l'euro au Royaume-Uni. Si Tony Blair avait été plus courageux et avait réussi à mettre l'euro dans son pays, il n'y aurait pas eu de Brexit parce que les Britanniques ne sont pas débiles. Vous savez, voilà, on risque de perdre de l'argent. Mais comme ils étaient toujours avec la livre sterling, ils se sont imaginés qu'ils étaient encore assez forts. Et puis, ils n'étaient pas dans Schengen, même s'il y a une immigration débordante. Vous voyez que le problème de l'immigration n'est pas dû à l'Union européenne, puisque depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, ça n'a jamais été pire.
Mais c'était facile d'accuser l'Union européenne de tous les maux. On y reviendra. Alors, évidemment, au niveau politique française, le Rassemblement national va rester, le Front national à l'époque d'ailleurs, hein, va rester sur une position de sortie de l'Union européenne. Marine Le Pen est très eurosceptique et elle a du mal à cesser de l'être. Donc jusqu'en 2017, le Front national reste un parti, malgré tout souverainiste d'une certaine manière, qui prône la sortie de l'Union européenne. Et le numéro 2 du parti s'appelle Florian Philippot. C'est un ancien chevènementiste qui a tout de suite plu à Marine Le Pen par un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres. Et en fait, ils étaient d'accord. Donc Marine Le Pen recrute Florian Philippot, qui est un énarque, donc elle adore les énarques, hein, il faut le savoir, elle croit que c'est un gage de qualité. Et il va devenir un personnage très important du parti, en guerre permanente contre l'autre tendance, celle de Marion Maréchal, c'est-à-dire la tendance catho-conservatrice, qui n'est pas du tout celle donc de Philippot, qui est plutôt socialiste en matière économique. Comme je dis, il y a de la gauche chevènementiste au départ, mais ça reste de la gauche. Et Marine Le Pen va totalement lui donner le programme économique. Et puis, il y a le débat lamentable de Marine Le Pen en 2017, outre le fait qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle se mélange les pinceaux sur les questions économiques. Elle dit que les entreprises paieront en euros, que les citoyens paieront en francs, enfin, absolument n'importe quoi. Avec tous les défauts qu'a Philippot, il aurait été meilleur sur ce sujet, même s'il aurait dit n'importe quoi. Mais là, Marine Le Pen, c'était dramatique. Et il fallait bien un bouc émissaire. Elle n'allait pas quitter ses fonctions de présidente du parti. Le Front National fonctionne avec un Le Pen à sa tête. Quand Le Pen est défaillant, il cherche un bouc émissaire. Et il a fallu un bouc émissaire évident, Florian Philippot. Marine Le Pen a poussé Florian Philippot à partir, en lui demandant de se retirer de la présidence de son collectif Les Patriotes qu'il avait créé. Il refuse, elle savait qu'il refuserait, il claque la porte par fierté, et va ensuite devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de demi-troll, désinformateur et demi-frexité. Et on verra que c'est intéressant pour lui de l'être, d'une certaine manière, puisque sa place politique, qui était celle du Front National, a disparu. C'est-à-dire qu'il était à la tête d'un parti, enfin à la tête, en haut d'un parti politique qui avait de l'avenir, malgré tout. Le Front National, aujourd'hui, est capable de gagner les élections probablement. Et il est parti par fierté, et il a servi évidemment de bouc émissaire. Ensuite, Marine Le Pen a abandonné toute sortie de l'Union européenne et de l'euro, de son programme. Elle a de temps en temps des accents eurosceptiques qui reviennent, parce que fondamentalement, elle est eurosceptique. Mais elle a choisi stratégiquement de sacrifier cet élément de programme parce qu'elle a vu que ça ne plaisait pas à beaucoup de Français, que c'était décrédibilisé en matière économique. Il faut dire les choses clairement, si la France quitte l'Union européenne, elle abandonne l'euro. Si elle abandonne l'euro, les conséquences économiques d'un pays extrêmement endetté comme le nôtre, sans le bouclier allemand et sans la crédibilité de l'euro, bah, c'est un pays qui finit comme l'Argentine, sans milliers. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de sortir de l'euro. Si on sort de l'euro, on est foutu. D'ailleurs, les Grecs, en 2010, se sont bien gardés de sortir de l'euro. Hein. Ils n'étaient pas suicidaires. C'est la preuve encore des mensonges europhobes. Pourquoi les Grecs ont-ils voulu rester dans l'euro si l'Union européenne est prétendument été responsable de la destruction de leur économie? Comment se fait-il d'ailleurs que la Grèce, avec bien des sacrifices, ait pu remonter la pente? Comment ça se fait que l'Italie voit sa note internationale en matière économique remonter tranquillement avec Mélanie, alors qu'ils sont dans l'Union européenne et qu'ils ont l'euro? Il faudrait m'expliquer si l'euro est responsable de tous nos malheurs. Bizarrement, en Italie, en Grèce et ailleurs, ça fonctionne. Donc, départ de Philippot, qui crée sa structure des Patriotes, qui va se présenter à des élections européennes et autres et faire des scores lilliputiens. On est entre 0,5 et 1% des voix. Il va se faire humilier aux élections législatives à Forbach, là où il était candidat. Un ancien partisan de Philippot va être élu député RN, là où Philippot fera un score de témoignage. Donc, le RN abandonne le Frexit et les autres partis, l'AfD et tous les partis populistes qui peuvent exister dans l'Union européenne, jouent la pédale douce sur ce sujet. Soit ils ont renoncé, soit on parle assez peu. Wilders aux Pays-Bas et l'AfD en Allemagne, parfois évoquent cette hypothèse, mais enfin, généralement, ils se taisent. En fait, concrètement, les partis de droite nationale qui réussissent acceptent l'Union européenne et estiment qu'ils peuvent essayer d'agir en son sein, à l'instar de Vox en Espagne, de Chega au Portugal, etc. En fait, dire on quitte l'Union européenne, c'est ridicule. Et les partis politiques qui veulent gagner les élections, ben, ne vont jamais dire cela. Donc, plus un parti politique de droite nationale monte, plus les histoires de sortie de l'Union européenne disparaissent. Ça énerve Philippot, mais c'est la réalité. Philippot et ses amis font 1% des voix, c'est tout, c'est la réalité de leur position. Alors, il y a eu le moment Covid. Le moment Covid est très important parce que la façon dont la gestion
par les gouvernements des États, et je dis bien par les gouvernements des États, de la crise sanitaire a été calamiteuse et a posé des questions réelles et sensées de démocratie. Mais l'analyse que les souverainistes ont faite de la crise Covid est complètement foireuse. Alors d'abord, rappelons que Philippot était un partisan acharné des masques. Où sont les masques? Il attaquait le gouvernement parce qu'il n'en faisait pas assez. Et puis à un moment donné, il a retourné sa veste complètement à 180 degrés pour devenir un obsédé de la résistance aux politiques répressives Covid. Donc, opportuniste pur, tout simplement. Et à ce moment-là, Asselineau n'a pas pu se mettre beaucoup en avant à la crise Covid parce qu'il s'est retrouvé en avril 2020 avec un scandale sexuel sur le dos. 2 jeunes collaborateurs de l'UPR, indépendamment, ont porté plainte contre lui. L'affaire aujourd'hui est classée, elle a mis plusieurs années à l'être, mais à ce moment-là, c'est la stupéfaction au sein de l'UPR. L'UPR reste un petit parti politique. Asselineau a fait 0,9% des voix aux élections présidentielles, mais il y avait quand même beaucoup de cadres dedans. Il y avait un vrai appareil politique. Il y avait Gallois et d'autres. Donc il y avait quand même une vraie équipe. Sur une ligne marginale, mais une vraie équipe. Et là, Gallois et les autres se disent bah, attendez, c'est pas possible. On ne peut pas garder comme leader, comme tête de pont de l'UPR, quelqu'un qui est mis en examen pour ce genre d'affaires. Donc, il y a un clash, une crise, il y a même un congrès interne complètement contrôlé par Asselineau, qui va battre Philippe Comte, avec qui j'avais débattu il y a quelques années d'ailleurs. Et donc, il va être élu dans un fauteuil parce que ce n'est pas un parti politique qui fonctionne comme un parti politique, ça fonctionne plutôt comme une secte autocratique. Et donc, le gourou est intouchable. Donc, finalement, quasiment 90% des cadres du parti ont claqué la porte. Ils sont allés à Génération Frexit, puis ont disparu de la nature. Certains ont fini, comme Gallois, au Rassemblement national. Donc, la fin de l'UPR dans l'absolu, sachant que toute la propagande du parti est tombée à l'eau. Notamment, Asselineau expliquait que l'UPR était le premier parti du pays en nombre d'adhérents, qu'il y avait plus de 100 000 adhérents. Et au final, au moment de la crise, on a découvert le fichier 15 000 adhérents. Ce n'est pas négligeable, 15 000, ça reste, pour un parti politique qui fait des scores lamentables aux élections, un nombre d'adhérents assez important, mais c'est 15 000, ce n'est pas 100 000 ou 150 000. Donc d'ailleurs, vous remarquez qu'Asselineau maintenant ne parle plus jamais du nombre d'adhérents à l'UPR. Évidemment, il s'est fait prendre la main dans le sac à raconter n'importe quoi. Vous dites bien que quelqu'un qui ment outrageusement sur le nombre d'adhérents de son parti à jour, etc., il ne faut pas lui faire confiance. Hein. Politiquement, vous dites, le mec, il n'est pas fiable. Voilà. Il faut dire la vérité, ça c'est tout à fait attestable. À ce moment-là, Asselineau est donc au creux de la vague, il va survivre, mais il ne retrouvera jamais la position antérieure. En fait, voilà, la carrière d'Asselineau s'est terminée en 2020. En fait, il continue d'exister un peu comme une étoile morte dont on voit encore la lumière. Et pour Philippot, sa carrière s'est arrêtée quand il a quitté le Front National, tout simplement. Ces gens ne représentent rien, ils n'ont pas d'appareil politique derrière eux, ils n'ont pas de structure politique digne de ce nom, ils ont des adhérents, des gens qui donnent de l'argent, mais c'est pas ça qui fait un parti politique. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, finalement, leur parti politique, c'est juste ce qui leur permet d'avoir un salaire. Ils sont plus énarques, ils travaillent et ils touchent un bon salaire. On a vu, ça a été publié dans la presse, je crois. Voilà, donc c'est rentable d'être souverainiste. Vous êtes à la tête d'une petite chapelle qui se présente jamais aux élections tout en prétendant qu'il y a un complot pour vous étouffer, vous empêcher de parler, et vous récoltez des adhérents, et des adhésions et du pognon. Voilà, et vous faites des beaux salaires derrière. C'est rentable d'être souverainiste. Ça n'existe pas politiquement, mais vous avez un public, et ce public verse. Et on verra que dans le cas de TV Liberté, c'est ce qui explique notamment la dérive de TV Liberté par la suite. Donc voilà, au moment de la crise Covid, l'UPR connaît la plus grande crise interne de son histoire et ne s'en relèvera jamais. Quant à Philippot, il parle encore du Covid 5 ans après. Il fait encore des manifestations tous les samedis pour déchirer un drapeau européen. On est dans le Grand Guignol. Il faut se souvenir de cette magnifique image où on voit Philippot, je crois, monter sur le centre des impôts de Forbach, arracher le drapeau européen et lancer virilement du haut de l'étage en disant « et hop !» Voilà. C'était assez pathétique. Il n'a pas été condamné pour ça parce qu'on a le droit en France d'attaquer le drapeau européen. Et ces mêmes personnes nous disent que ça serait scandaleux de toucher le drapeau français, mais ça ne les dérange pas de le faire avec le drapeau européen. Voilà. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, les grands partis nationaux renoncent à toute europhobie, en tout cas en façade. Et puis, il y a la guerre en février 2022. En Ukraine, la Russie de Poutine, sans préavis, attaque l'Ukraine
envahit le Donbass, après avoir annexé la Crimée quelques années auparavant. Sidération, les Américains avaient prévenu, ils avaient raison malheureusement. Cette guerre, ça fait 3 ans qu'elle est là. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est tout blanc, tout noir et être manichéen. Mais il y a un agresseur, la Russie de Poutine. Et il y a un agressé, l'Ukraine. Poutine voulait marcher sur Kiev et prendre la ville en 3 jours, imposer le médiocre Yanukovych et inverser l'Euromaïdan. L'Ukraine a eu le temps de résister. L'armée russe n'était pas aussi forte que ça, de toute façon. Aujourd'hui, le peuple ukrainien donne son sang pour une cause qui le dépasse et est aidé, mais jamais assez de toute façon, par le reste de l'Ouest, sachant que la Russie ne peut pas gagner cette guerre et que l'Ukraine ne la gagnera pas. Concrètement, il ne peut y avoir que des morts en plus. Alors, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette guerre, sachant que Trump voulait la paix et qu'il n'a pas obtenu? La chute de Poutine mettrait fin à la guerre, mais aujourd'hui, on ne peut pas calculer là-dessus. Donc, simplement, ce qui compte dans le cas du souverainisme, c'est que vous avez des gens qui prônent la souveraineté nationale contre la méchante Allemagne qui nous domine. Voilà. Et ces gens n'ont aucun problème à défendre l'impérialisme politique d'une puissance étrangère. La Russie de Poutine est impérialiste. Elle agresse ses voisins. Elle déstabilise économiquement ou politiquement ses voisins. Elle abandonne le peuple arménien à une action militaire azérie hostile. Elle déstabilise la démocratie géorgienne, la démocratie moldave, et évidemment, on le constate tous. Bon. Ces attaques poutiniennes sont réelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut être paranoïaque. Et ça ne veut pas dire qu'il faut voir la Russie derrière tout ce qui se passe. Mais ça veut dire simplement qu'il y a une guerre qui était bien inutile, qu'on aurait espéré tant éviter et qu'on doit à Poutine. Et ben, tous ces souverainistes-là passent leur temps à défendre la Russie de Poutine, à en faire l'éloge en permanence, alors que c'est une puissance hostile, de fait. Et c'est des gens qui passent leur temps à dénoncer la collaboration et à nous enquiquiner avec l'Europe et les nazis. Mais eux, aujourd'hui, soutiennent une puissance impérialiste qui agresse ses voisins. C'est une réalité, tout simplement. Tout à l'heure, Dupont-Aignan est en train de défendre la Russie aussi. Donc tous défendent la Russie et fantasment. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des généraux, des gens qui disent oui, la Russie peut nous menacer, il faudrait agir, etc. Peut-être qu'ils fantasment complètement ces gens-là. Et à chaque fois que quelqu'un au pouvoir, en France ou ailleurs, dit il faut contre-attaquer contre les Russes, vous voulez la guerre, vous voulez la guerre, vous voulez nous emmener à la mort. Personne n'imagine que des soldats français, et encore moins des conscrits français, vont aller se battre en Ukraine, c'est un fantasme, ça n'arrivera jamais. Bon, mais ils vous racontent n'importe quoi, ces gens-là. Et ils répètent mot pour mot la propagande de Poutine. Les Ukrainiens sont des nazis, etc. En fait, que ce soit Sino, Philippot, Dupont-Aignan, Murer, Sapir, tous quasiment sont pro-russes. Qu'ils ne soient pas des fanatiques de Zelensky, etc., on peut l'entendre, mais ils sont sur des éléments de langage qui viennent de Moscou. Qu'ils soient payés ou pas, on n'en sait rien, et peu importe. On constate que les éléments de langage qui viennent de Russie sont retranscrits mot pour mot, quasiment terme pour terme, par les souverainistes français, sauf exception. Donc c'est pour la souveraineté des nations, sauf la nation ukrainienne qui n'a pas le droit d'être souveraine, qui mérite d'être envahie et conquise et dominée par la Russie voisine. Alors ce souverainisme, évidemment, aujourd'hui en 2025, c'est quoi? Malheureusement, même si ça pèse rien dans les urnes, ça occupe beaucoup les réseaux sociaux et ça occupe de plus en plus certaines chaînes de télévision. Alors bien sûr, vous avez CNews, le groupe Bolloré qui met en avant maintenant de manière outrancière, au frais, europhobe depuis 1992, passe son temps à dénoncer l'État maastrichtien, et Villiers, qui s'est fait connaître aussi à l'époque. Donc Villiers dit n'importe quoi, le problème c'est qu'il le dit avec un certain style, et qu'il le dit à des gens qui ne savent pas de quoi il parle. Donc quand Villiers explique que l'Union européenne détruit la France, les gens ne savent rien. Il a raison, voilà, il a raison de quoi? Ils n'en savent rien. Le problème c'est que Villiers, il n'a pas d'adversaire en face de lui. La Christine Kelly lui donne la parole, c'est très très bien ce que vous dites. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, face à un adversaire réel, Villiers, il est écrasé. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'adversaire. Et vous remarquerez que les souverainistes refusent les débats. Ils ne refusent pas les débats parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Ils refusent les débats parce qu'ils ont peur qu'on montre qu'ils sont mauvais et qu'ils mentent et qu'ils désinforment. Or, face à un débat, face à un adversaire déterminé, leurs mensonges vont apparaître de manière très claire. Bon, ma question est très simple. Je pose une question à Philippe de Villiers. Je dis, monsieur Philippe de Villiers, vous dénoncez le péril migratoire. Vous avez des millions de personnes qui connaissent les françaises. Qu'est-ce que vous faites? Et là, il va s'écraser comme une merde. Et pareil sur les questions de titres de séjour. Les titres de séjour, c'est qui les donne? L'Union européenne ou l'État français? Les régularisations, l'Union européenne ou l'État français? La nationalité française, l'Union européenne ou l'État français?
La départementalisation de Mayotte, l'Union européenne ou l'État français? Les 20 milliards d'euros qu'on donne à l'outre-mer, l'Union européenne ou l'État français? Etc., etc., etc. Et là, le père de Villiers, là, il ne peut plus rien dire. Et là, il est pétri de contradictions. Et tous ces souverainistes, après, c'est quoi qui vont sortir? C'est des anathèmes antiracistes, tout simplement. Vous êtes un nazi, vous êtes un fasciste, c'est tout ce qu'ils se font dire. Exactement comme un gauchiste, exactement comme un stalinien. Parce que le problème du souverainisme, c'est que c'est un manichéisme. C'est pas, il y a des positions compliquées. C'est bien ou mal, blanc ou noir. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu n'es pas avec eux, c'est que tu es contre eux. Si tu n'es pas avec eux, c'est que tu es pour Macron. C'est que tu es un agent. Donc, ils sont dans le complotisme, dans le conspirationnisme et donc, bien sûr, dans le manichéisme. Ce sont les gentils et tous les autres sont les méchants. C'est tellement facile, ça. Mais c'est la caractéristique de toutes les sectes. La secte, par définition, il y a ceux qui sont dedans et les autres qui, par définition, sont des ennemis. Alors, Villiers, donc, a une promotion extraordinaire du CNews parce que Bolloré est un born again devenu catholique ultra et qui fantasme une France des cathédrales et du Moyen-Âge. Donc, Villiers est tout à fait idéal pour défendre ce genre d'idée ringarde. Et puis maintenant, vous avez Éric Zemmour qui est devenu une sorte de néo-catholique, qui chante son amour du christianisme alors qu'il est d'une région ethnique qui a toujours été la victime du christianisme, mais c'est pas la moindre des contradictions du personnage. Et alors, vous avez des souverainistes absolument partout. Vous avez la revue Éléments, qui est la revue de la Nouvelle Droite, donc européiste identitaire en théorie, à l'image de Alain Benoît et de ceux qui ont fait partie de ce groupe, ceux de Guillaume Fay, Robert Stöckers, Dominique Vénère à la Fondation, et bien d'autres. Pas de doute, l'Institut Iliade Samuel Héritier est pro-européen. Ils sont sur notre ligne fondamentalement, même s'ils sont dans la métapolitique, ils ne sont pas dans l'action politique depuis que Vénère, après l'échec du Rassemblement européen de la liberté à la fin des années 60, a arrêté la politique. Mais leurs idées sont globalement proches des nôtres. Mais voilà, on fait la promotion d'un Rodolphe Karth, qui est un garçon sympathique au demeurant, mais qui est un europhobe patenté, et qui écrit parfois sur X des énormités qui nous font monter au plafond. Alors là, il a sorti un livre sur Mélenchon, c'est pas dérangeant, mais la promotion de Rodolphe Karth par une revue, par une librairie, la Nouvelle Librairie, un éditeur donc, et autres qui sont pro-européens, interroge. Je ne nie pas les qualités de plume du garçon, mais voilà, c'est quelqu'un qui se ligne europhobe. Alors à chaque fois qu'on dit à Éléments ou autre, oui, mais vous vous rendez compte, vous faites la promotion, il ne représente pas les idées d'Éléments. Ils ne pas les idées, mais vous l'éditez, vous le publiez, et vous l'interviewez, et vous lui donnez une tribune dans votre magazine. Bon. Alors, ils sont un peu embêtés. Peut-être que c'est des concessions souverainistes parce qu'ils se disent ça vend des livres. Parce qu'effectivement, quand vous regardez les vidéos YouTube de Philippot, Asselineau, tout ça, ils ont beau dire n'importe quoi, ils font 200 000, 300 000 vues et plus. Mais vous savez, c'est simple. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est tellement plus facile de raconter n'importe quoi que d'expliquer des choses compliquées. Vous savez, quand on doit défendre l'Union européenne, expliquer comment elle fonctionne réellement, etc., on est déjà dans des termes techniques. Il faut expliquer ce que c'est que le Conseil européen, ce que c'est que la Commission réellement, etc. Donc vous êtes déjà en train d'expliquer des choses très compliquées et les gens, vous les perdez. Parce que c'est compliqué. Vous dites n'importe quoi. L'Union européenne, c'est elle qui nous impose des lois, Ursula von der Leyen, c'est un dictateur, elle est fille de nazi ou je ne sais pas quelle foutaise, etc. Vous n'avez pas besoin d'argumenter. Vous n'avez pas besoin d'expliquer puisque vous racontez n'importe quoi. Donc le problème, il est là. C'est un européisme, même identitaire, il est obligé d'être intelligent. Il est obligé d'expliquer un fonctionnement compliqué d'une structure. L'autre en face, il vous raconte n'importe quoi. Il n'a même pas lu les traités, il n'a même pas lu les bases du droit communautaire, mais il va vous dire que l'Union européenne dirige nos vies. Et évidemment, l'actualité va lui donner raison parce qu'il y a toujours des imbéciles à Bruxelles qui disent n'importe quoi. Lorsque vous avez Ursula von der Leyen qui n'a aucun pouvoir et qui commence à expliquer que Erasmus, il faudrait l'ouvrir aux pays africains, évidemment, tout de suite, les souverainistes, ils bondissent dessus. Après, ils déforment l'information. C'est-à-dire qu'il y a une information vraie au départ, il y a une connerie de Bruxelles, il y en a plein des conneries de Bruxelles à Strasbourg, hein, c'est évident. Et elle est complètement transformée, augmentée énormément. Alors, évidemment qu'il y a des fautes politiques de la construction européenne. Par exemple, la décision de l'Union européenne d'interdire les moteurs thermique en 2035 au niveau des véhicules est une connerie monumentale, et ça vient pas de Bruxelles, ça vient pas de Paris, de Berlin. Mais Paris et Berlin ne font rien contre, bien qu'il semblerait que Berlin commence à dire, bon, peut-être décaler de 10 à 15 ans votre mesure. Bon. Donc oui, il y a des conneries de l'Union européenne. Ça, vous pouvez être sûr que les souverainistes vont sauter dessus. Mais après, ils vont vous raconter n'importe quoi derrière, ils vont fantasmer totalement. Et quand ça va pas dans leur sens, ils se taisent. Alors, vous avez Rougeron.
Il m'a bloqué préventivement il y a bien longtemps, et quand il parle de moi, il ne me cite jamais, mon nom est tabou. C'est-à-dire qu'il parle de moi, on sait qu'il parle de moi parce qu'il y a des indices, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui est pour la Nouvelle Europe, etc. Il n'y a pas de débat. Il parle de moi, ou il dit, ouais, le mec qui soutient les Albanais, ou je ne sais pas quoi. Mais jamais il ne me nomme. En fait, il a peur du naming, c'est-à-dire il a peur un peu comme dans la mythologie slave ou autre, on n'appelle pas l'ours par son nom parce qu'il vient. Alors, en Gironde, on ne veut surtout pas nommer Thomas Ferrier. Il parle de moi, mais il ne me nomme jamais. Il m'a bloqué pour pas qu'il y ait d'échange. Une lâcheté évidente, un refus du débat, mais logique. Il n'est pas armé pour, on l'a vu face à Bégodeau. Donc, s'il veut se griller, il n'a qu'à accepter effectivement un débat avec moi et sa carrière de pseudo-penseur sera terminée. Il a accepté un débat avec Jean-Yves Le Gallou, qu'il a perdu, mais on n'a pas de vidéo de la victoire de Jean-Yves Le Gallou, malheureusement. Alors, il y a Murer, qui m'avait traité de raciste à plusieurs reprises et qui tient des propos quasiment de l'ordre de l'apologie de l'Union soviétique, de temps en temps. Il y a eu Sapir aussi. Ah oui, Charles Gave. Alors, Charles Gave, le grand économiste Charles Gave, qui raconte absolument n'importe quoi, évidemment, mais bon, il y a des gens qui fantasment, oui, oui, il est très, 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 très compétent. Alors que quand vous écoutez ce qu'il raconte sur l'euro, c'est n'importe quoi. Ça fait 10 ans qu'il dit que l'euro va s'effondrer, comme il y en a qui pensent que la fonte des glaces va noyer Paris sous l'eau. Hein. Donc, c'est n'importe quoi, c'est des catastrophistes, on appelle ça. Vous allez voir, demain, on rase gratis. Bon. Alors ensuite, il y a notre ami Tabibian qui m'a tapé dessus récemment, gentiment, en toute honnêteté. C'est-à-dire que Tabibian, j'ai répondu à un de ses messages, je ne sais plus lequel, oui, j'ai attaqué TV Liberté, je vais y revenir. Tabibian, c'est ce qui est un invité régulier du Bistrot Liberté, c'est sans obligé de défendre tes amis. Et ensuite, un imbécile l'a attaqué sur ses origines arméniennes. Moi, évidemment, vous connaissez, je n'attaque jamais sur ce genre de choses, d'autant plus que je suis pour l'Arménie dans l'Union européenne, c'est-à-dire que je considère que Tabibian, il est moitié français, moitié arménien, et 100% européen, donc c'est un compatriote, même si ses idées ne sont pas les miennes du tout. Donc bien sûr que je ne l'aurais pas attaqué sur ça. Mais il m'a nommé en attaquant d'autres gens aussi, et donc j'ai dû me défendre, et ça a fait un buzz qui a amené beaucoup de gens, dont Conversano ou d'autres, à réagir. Je ne connais pas bien Tabibian, je vais proposer un débat, visiblement il ne répond pas. J'ai rien contre lui, bien entendu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui déteste les gens. Alors, il y a Maisto, par exemple, Didier Maisto, qui est un europhobe pathologique maintenant quasiment, qui a même menacé notre ami Timothée Vorgens sur X il n'y a pas si longtemps que ça. On a Madame Palomba, qui est une ancienne chroniqueuse de Hanouna, qui s'est fait connaître parce qu'elle croyait à l'affaire de l'adrénochrome, un complot qui consistant à enlever les jeunes enfants pour récupérer leur adrénaline, qui aurait des propriétés pour rester jeunes. Ayant un complot fantasmé totalement délirant, mais qu'elle a expliqué sur les réseaux sociaux, etc. Et donc elle s'est grillée, et la voilà maintenant numéro 2 des patriotes de Philippot. Ça ne s'invente pas, c'est-à-dire la crédibilité des patriotes de Philippot. Je pense, d'ailleurs, je ne comprends pas que Philippot se soit emparé de l'affaire Brigitte, on serait tout à fait capable aussi. Hein. On est dans ce discours délirant, complotiste et conspi, où il y a un grand complot contre la France, un grand complot contre les souverainistes, qu'on empêche de parler alors qu'ils ont le droit de faire leur manif toute la journée. Je rappelle qu'aucune manifestation de Philippot n'a été interdite par la préfecture, alors que beaucoup de manifestations de droite nationale, y compris un colloque pour Dominique Vénère, ont été interdites. Mais jamais Philippot n'a été interdit. Jamais Philippot n'a été condamné pour ses attaques contre le drapeau européen. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces gens nous expliquent que l'Union européenne, c'est la nouvelle Union soviétique, sauf que ces gens-là peuvent pérorer totalement, ils ne vont pas dans les goulags, ils ne vont pas dans les asiles psychiatriques comme sous Brejnev. Hein. Ils ont toute liberté de raconter leur salade. Voilà. Si nous étions une Europe totalitaire comme le prétendent, ce seraient les premiers à le savoir, parce qu'ils seraient les premiers à en être victimes. Or, ils pérorent partout. Moi, je suis européen identitaire, bizarrement, on ne me donne pas la parole. Sur TV Liberté, par contre, Philippot et Asselineau ont toujours leur roue de serviette. Alors, TV Liberté, parlons-en un petit peu. Parce qu'il y a la dérive de CNews du à Bolloré, mais il y a la dérive de TV Liberté. Et c'est ça qui a amené la colère de Tabibian au départ. Alors, rappelons les faits. C'était en 2011, à la petite Breil, de la maison bretonne, il y avait une scission, une explosion du bloc identitaire. Et Philippe Millau et un certain nombre de membres du bloc identitaire avaient été chassés. Et donc, ils étaient en train de réfléchir à faire un nouveau parti, une nouvelle structure. Et ils organisent un colloque en présence de Dominique Vénère, et j'étais présent. Et c'était très intéressant, avec beaucoup de projets, des trucs. Et puis, il y a quelqu'un qui a présenté une web télé pro-russe à l'époque, expliquant que l'avenir, c'était peut-être une web télé. Philippe Millau a vu ça, il a trouvé l'idée géniale. Et si on faisait une télé identitaire sur le web, professionnelle,
Et c'est un projet qu'il a parfaitement réalisé, il l'a mené jusqu'au bout, et TV Liberté est né. Et c'était techniquement une très bonne réussite. Donc ça devait être une télé identitaire. Évidemment, il fallait élargir un petit peu le champ pour avoir de l'argent pour financer cette télé, donc l'ouvrir à d'autres publics. Mais globalement, c'était une télé qui avait vocation à défendre nos idées. Et ça a été le cas un tout petit peu au début, ça a été le cas pendant un certain temps. Donc Alain Benoît avait son émission, etc. Et puis, progressivement, bien, les fondateurs vont prendre du champ par rapport à tout ça. Et puis, la crise Covid, notamment, va considérablement accélérer les défauts que je dis. Donc, on passe d'une télé qui avait une ambition euro-identitaire à une télé intégralement souverainiste, digne de UPR TV. Aujourd'hui, Philippot, Asselineau, Rougeron et tous les souverainistes passent leur temps sur les plateaux de TV Liberté. Et alors, il y avait le Bistrot Liberté. Et à l'époque, son animateur, Martial Bild, m'avait promis un Bistrot Liberté pour Thomas Ferrier. Je l'attends toujours. Aujourd'hui, c'est Morillo, je crois, qui présente. Et un camarade qui a demandé est-ce que vous veniez un débat Ferrier-Asselineau? Réponse de l'intéressé Morillo non. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'un Europe identitaire, alors que la chaîne devait être cela au départ, et aujourd'hui le droit de parler sur TV Liberté. Que ce soit Damien Rieu, Daniel Conversano, Nicolas Faure, qui a pourtant travaillé pour TV Liberté, que ce soit Julien Rochdy et d'autres, nous n'avons pas notre place sur TV Liberté parce qu'il faut soit être souverainiste, soit faire l'apologie de la Russie de Poutine, et généralement les deux. Donc la réalité d'aujourd'hui, c'est celle-là. Cette chaîne n'est plus ce qu'elle devait être. Son président fondateur l'a laissé dans les mains de personnes qui ont fait ce choix-là, qui est un choix rentable, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils gagnent de l'argent en faisant ce qu'ils font, parce qu'il y a plein de boomers souverainistes à la con qui donnent du pognon. Donc, ils donnent des salaires à Philippot, qui donnent un salaire à Asselineau, et qui donnent un salaire aux gens de TV Liberté, et qui financent. Et nous, les euro-identitaires, parce qu'on travaille dans la vie normale, etc., parfois de famille et compagnie, eh bien, on ne donne pas. Donc, ceux qui donnent gagnent contre ceux qui ne donnent pas. Ceux qui financent TV Liberté sont des souverainistes ringards. Donc, TV Liberté est devenue une chaîne souverainiste ringarde, tout simplement. Et ce n'est pas plus compliqué que ça s'explique par l'économie et ça s'explique par le manque aussi de volonté de ses fondateurs de tenir la ligne. Le but d'une télé identitaire, ce n'était pas de gagner de l'argent, même s'il fallait bien que la chaîne gagne suffisamment pour exister. Le but, c'était de défendre des idées. Et ça, c'est fini. Et donc, Thomas Ferrier, vous ne le verrez plus sur TV Liberté, probablement, pas seulement parce que je viens de dire là, mais parce que, en fait, ce que je viens de dire là n'est que la conséquence d'un problème en amont. Et il faut savoir que maintenant, TV Liberté est dirigée par une personne dont une autre personne derrière tire les ficelles. Et cette personne ne m'aime pas et m'a bloqué d'ailleurs, évidemment sur X. Je n'ai pas besoin de la nommer, mais ça fait partie des bloqueurs. Alors, pendant des années, d'ailleurs, François Asselineau ne m'avait pas bloqué. Depuis 2013, donc ça fait plus de 22 ans que je n'avais pas 22 ans. 12 ans, pardon. 12 ans que je n'avais pas été bloqué par François Asselineau. Je l'avais bien titillé 2-3 fois, je n'avais jamais été bloqué. Et depuis, en fait, il y a une semaine, je n'étais pas bloqué par lui. Et depuis l'affaire TV Liberté, comme par hasard, je suis bloqué. Donc, c'est-à-dire que concrètement, tout le camp souverainiste s'est excité suite à des attaques contre TV Liberté, contre la dérive de TV Liberté. Tous se sont sentis menacés parce que j'ai ciblé le problème. Vous avez détourné, vous les souverainistes, une chaîne euro-identitaire vers vos lubies improductives. C'est un détournement de biens. Et évidemment, ils n'ont pas aimé. Et donc, pour moi, c'est évident que c'est ça. Philippot ne m'a pas encore bloqué, on verra si c'est le cas. Mais en tout cas, Asselineau a dû être informé, et bizarrement, je suis bloqué. C'est une forme de lâcheté, parce que je suis quelqu'un qui poste mon vrai nom, avec mon vrai blaze. Donc, je suis un responsable politique d'un petit parti, certes très faible, mais je ne suis pas un kidam et un troll. Voilà, je n'ai pas insulté François Asselineau, je n'ai pas particulièrement échangé avec lui, je suis bloqué purement par sectarisme politique. Mais c'est pas grave, c'est révélateur que ces gens-là ne sont pas capables de me battre en débat puisqu'ils ont peur du débat avec moi. Ils fuient le débat avec moi. Ils fuient parce que, je vous dis, ils ont, en fait, non plus des idées, mais ils ont un portefeuille électoral ou un portefeuille financier de soutien. Et donc, en fait, c'est simple. Ils débattent avec Thomas Ferrier, ils perdent de l'argent. C'est simplement ça. En fait, ils sont dans la rente, ils ne sont pas dans l'élection. Vous ne verrez plus Philippot candidat au présidentiel aux européennes. Vous ne verrez plus Asselineau candidat au présidentiel. Bien sûr, ils vont dire qu'ils y vont.
Puis ils vont dire qu'on les a empêchés. Mais ils n'y vont pas, parce qu'ils n'ont plus les moyens et parce que ce n'est pas ce qui les intéresse. Aujourd'hui, c'est de la rente économique. Ils s'enrichissent avec leur positionnement. C'est tout. Donc, il n'y a pas de conviction. Le souverainiste aujourd'hui n'est pas un homme de conviction. Le souverainiste d'aujourd'hui est un homme de pognon. Et ça, c'est la plus grosse attaque qu'on peut leur faire. Parce que pendant longtemps, je les attaquais sur leur idéologie, éventuellement sur leur méthode et leur désinformation, mais en les prenant pour des gens sincères, en considérant que c'était des gens qui étaient honnêtes. Et je me rends compte que je me suis trompé. Même si parfois ils pensent leurs conneries, et je pense qu'ils ne pensent pas tout ce qu'ils disent, aujourd'hui c'est rentable, parce qu'il y a trop d'imbéciles, de dire comme ça un peu méchamment, trop de gens naïfs, trop de gens probablement des gens bien et honnêtes, des bons citoyens, mais qui n'ont pas les bases politiques, historiques, culturelles, idéologiques pour parer la propagation de désinformation de ces bonhommes-là. C'est-à-dire quand vous avez Asselineau qui parle de manière docte, c'est les dark, machin, etc., vous avez une culture limitée, et c'est pas un reproche. Les Français n'ont pas le temps, ils travaillent, ils ont une famille, etc., ils ne peuvent pas passer leur temps à lire le journal, à s'informer. Et vous avez ce bonhomme-là qui pérore en racontant n'importe quoi. Puis des gens qui sont dans une situation économique difficile et compagnie vont croire, dire, ah oui, c'est à cause de l'Union européenne, voilà. Ils les manipulent, ces gens-là. Et ce sont des gens honnêtes, probablement, mais qui sont manipulés. Et quand je vois ma mère qui voit Villiers une demi-heure et qui raconte des salades, il faut que je fasse une demi-heure de réinformation derrière pour lui expliquer que c'est des salades, et qu'elle est un peu informée par quelqu'un de sérieux, vous vous doutez bien que le français de base ne connaît rien, quand il va voir Villiers lui expliquer. Parce que Villiers va lui dire ce qu'il vit, l'immigration, etc. Et les Français, ils le voient, ça. Ils en ont marre. Mais après, Villiers va détourner son discours de ces questions qui sont honnêtes pour raconter des conneries sur l'Union européenne. Dire, vous en avez marre de l'immigration? Ils ont dit, oui, c'est la faute de l'Union européenne. Ah, voilà. Donc, après, il y a quelques souverainistes qui ne sont pas plus intelligents que les autres, c'est-à-dire qu'ils sont pragmatiques. C'est-à-dire que le souverainisme, oui, bon, mais ça ne ramène pas d'argent quand même, parce que X ou Y raison, et malgré tout, bah, si on veut faire de la politique, il faut en faire là où il y a de la politique. Aujourd'hui, le Rassemblement national pèse 30 à 35% dans les sondages. C'est un parti politique qui fait élire des députés aujourd'hui, et même des sénateurs. Ça compte. Donc, vous avez des gens comme Guillaume Bigot, qui est un europhobe perpétuel, et qui a mis son europhobie dans sa poche. Hein, il a mis le Frexit dans sa poche pour pouvoir devenir député RN. Alors récemment, il a fait un très bon discours contre l'Algérie, puis le lendemain, il a pleurniché parce qu'il avait dû faire engueuler par maman Le Pen. Il avait été trop virulent, alors le lendemain, il a dit oui, oui, il y a des Français d'origine algérienne, ils ont respecté. C'est-à-dire qu'en fait, Bigot, il dit oui, attention, hein, vous allez voir ce que vous allez voir. Puis après, le lendemain, il dégonfle comme une baleine. Plutôt comme un ballon, d'ailleurs. C'est un ballon sonde, vous savez, vous l'envoyez le ballon sonde pour voir, puis après, il revient dégonfler. Alors, vous avez Gallois, avec qui j'ai débattu. C'est un proche de Bardella. Gallois, honnêtement, c'est quelqu'un d'assez sympathique, même s'il y a des désaccords profonds idéologiquement avec lui. Je pense que de tous les souverainistes, c'est celui qui est le plus ouvert, c'est celui qui est le plus capable de débattre et d'être ouvert à la discussion. Les autres en sont capables, je vous l'ai dit, ils sont manichéens, ils sont sectaires, on a raison, les autres sont des cons. Gallois, il sait être ouvert. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu son apologie, parce que j'ai trouvé que c'était un garçon qui était honnête et sympathique. Je ne connais pas plus que ça, hein, personnellement, mais voilà, j'ai trouvé que dans la liste des souverainistes, et j'en ai connu un certain nombre, c'est pas le pire. Vous remarquerez d'ailleurs que les plus étranges des personnages de la droitosphère sont tous souverainistes. Hein, que ce soit Robin, Abed et tous les autres, tous sont anti-européens. C'est intéressant de le rappeler d'ailleurs. Mais vous avez la dérive de quelqu'un, par exemple, comme qui s'était fait connaître justement en 2005, qui avait proposé un plan B, une constitution alternative pour l'Europe, qui s'appelait Chouard, et qui est parti lui aussi dans le conspirationnisme délirant, est devenu totalement inaudible et marginalisé. Et puis dans le camp souverainiste, n'oublions pas une figure importante de la pseudo-dissidence, Alain Soral. Alain Soral est aussi un europhobe qui rêve d'une France café au lait, mais patriote. Hein. Les patriotes de la diversité, eux aussi, ils sont anti-européens, parce que l'Europe leur renvoie leur propre allogénéité. En fait, l'Europe, ça dit quoi? Ça dit que les Français sont des Européens, ça veut dire que les Français ne sont pas un peuple mondial, qu'il n'y a pas des gens du monde entier qui peuvent devenir Français. L'européisme, le vrai, est forcément remigrationniste, et ils le savent. C'est pour ça que la diversité n'est pas européiste. Elle ne le sera jamais, et nous avons la chance qu'elle ne le soit pas, et nous souhaitons justement qu'elle ne le devienne jamais, évidemment. Et vous avez Dupont-Aignan et ses amis. Alors, Dupont-Aignan, tous les gens qui avaient envie de réussir un peu politiquement ont quitté Dupont-Aignan. Voilà, que ce soit
de Jean-Philippe Tanguy en première ligne, et beaucoup d'autres. Bien entendu, il y a Ménager, il y a aussi celui qui est dans l'Est de la France, dont le nom m'échappe, etc. Voilà. Il y a tous ces gens-là, comment dire, ont quitté le navire en train de couler debout la France, ex-debout la République. Dupont-Aignan a perdu d'ailleurs la députation, donc il n'a même plus ce mandat-là, mais il annonce encore une énième candidature présidentielle. Alors on ne sait pas s'il est pour le Frexit ou pas, un jour sur deux il est pour le Frexit, un jour sur deux il n'est pas pour le Frexit. Marine Le Pen, en 2017, avait ouvert un accord avec lui. Aujourd'hui, elle déclare qu'il est hors de question de travailler avec Dupont-Aignan. Elle a dit qu'il était fou. Je crois qu'elle a dit quelque chose comme ça. Donc voilà, il n'y aura pas d'accord Dupont-Aignan-Marine Le Pen à nouveau. Dans les sondages, il est entre 1,5 et 2,5% des voix. Il y a un petit capital de sorte de paléo-gaulliste obsessionnel. Dupont-Aignan, je ne sais pas s'il est souverainiste ou pas, comme je vous dis, il l'est parfois il ne l'est pas. Là, en ce moment, il a l'air d'être un peu frexité. Je pense qu'il le sera d'autant plus si Asselineau et Philippot ne vont pas aux élections, parce qu'ils n'y vont pas, pour essayer de récupérer un demi-point ou un point de ces gens-là. On verra bien. Voilà, je l'ai mis dans les oscillants NDA, parce qu'on ne sait pas où il habite, et lui-même non plus. Voilà. Donc j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, chers amis. J'étais un peu long, forcément. C'était obligatoire pour un tel sujet, et évidemment, ça sera en ligne dès que ça sera possible. Voilà, j'arrête pour la partie enregistrée.